c'est vrai que c'est une période qui est compliquée pour les personnes qui se découvrent hypersensibles. Elles ont besoin de montrer aux autres, regardez, moi je suis comme ça. Et en fin de compte, c'est pas la meilleure technique pour se faire. On peut essayer de faire passer le message, mais si ça passe pas, faut pas s'acharner, quoi. Faut passer à autre chose. C'est avant tout pour soi. C'est avant tout savoir qu'on est hypersensible pour soi, c'est ça qui permet d'avancer. Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir rendez-vous avec Pierrick Martinez, illustrateur, père, passionné de graphisme, amoureux de la nature, mais également hypersensible. Bonsoir Pierrick et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Salut Mathieu, merci à toi. J'ai cité beaucoup de casquettes, d'étiquettes, mais le tout étant plus que la somme des parties, cela met directement en avant le fait que tu n'es pas résumable à l'une d'entre elles et qu'on pourrait en donner beaucoup d'autres sans pour autant parvenir à te cerner totalement, ce qui, tu en conviendras, est une très bonne nouvelle. J'aimerais également présenter Gaëtan, qui sera en régie durant toute l'émission et qui malheureusement ce soir ne pourra pas assurer sa petite intervention de fin de parcours. Le point subjectif de Gaëtan n'aura pas lieu aujourd'hui. Il passe son tour pour cette fois, mais c'est pas le sujet qui ne l'intéresse pas, c'est simplement son état qui ne lui permet pas de faire ce petit exercice qu'on aime tant. Alors nous allons commencer, si tu veux bien, Pierrick, par explorer ensemble ce que j'ai baptisé pompeusement les 3 étapes. Je vais les résumer brièvement, puis nous développerons ce qu'elles peuvent bien vouloir dire ou représenter ou non dans ton parcours de vie. Ce que j'ai baptisé l'étape 1, c'est l'étape où on se sent en décalage complet avec son statut d'humain, où on se sent très très seul, potentiellement fou, où on se demande si c'est soi qui est fou ou si c'est le monde qui nous entoure. Et puis on se sent aussi extraterrestre, pour résumer la situation. L'étape 2, eh bien, c'est le moment où l'étiquette vient expliquer de façon rationnelle, plus ou moins scientifique, l'écart ressenti. Et on se rend compte à ce moment-là qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas fou, mais qu'on est bien extraterrestre, puisqu'on appartient à une communauté précise. Et l'étape 3, eh bien, c'est ce qu'on fait de tout ça. Et ma question est la suivante, est-ce qu'il ne s'agirait pas, à ce moment-là, de réhumaniser son extraterrestre? Donc du coup, c'est sur ça qu'on va partir tous les deux. Et je voudrais savoir, comme première question à te poser Pierrick, est-ce que tu as déjà utilisé le mot d'extraterrestre pour t'auto-qualifier? Alors, ça m'est arrivé de me sentir vraiment extraterrestre entre guillemets. C'est un mot que je retrouve beaucoup aussi dans les commentaires que j'ai sur ma page Facebook. Et effectivement, il y a un peu ce qualificatif qui revient très souvent. Alors moi, je l'ai pas utilisé. Ça m'est déjà arrivé de me sentir effectivement un peu à part. Depuis très tôt dans la vie, j'ai un peu eu ce sentiment effectivement. Ok. Et est-ce que tu te souviens de la première fois où tu t'es dit ça, où tu t'es fait cette réflexion? Est-ce que ça te ramène quelque part en particulier, ça? Alors précisément, je pourrais pas dire, mais c'est sûrement à l'école. Sûrement à l'école quand les autres garçons aiment jouer au foot ou aiment, et que moi c'est pas quelque chose qui me plaisait forcément. C'était l'époque aussi des mobylettes, c'est un univers non plus qui me passionne pas des masses. Et non, j'avais d'autres intérêts en fait, j'avais d'autres, et je me suis dit à cette période, c'est un peu la période du collège, autant la période primaire, tout le monde est plutôt bienveillant, on s'adapte bien, il y a pas trop de décalage, mais il y a des clans qui commencent à se faire au collège et c'est là que j'ai commencé un peu à sentir que j'étais pas vraiment, je me sentais pas comme les autres. Et ça a été un passage un peu compliqué, le collège, parce que j'étais un peu victime de harcèlement, j'étais un peu, voilà, le fait de ne pas se sentir confiant en soi-même, ça, c'est comme si on avait une étiquette un peu victime qu'on avait au-dessus de la tête. Et on est une cible facile pour toutes les personnes qui veulent un peu se donner de l'importance. Et je m'étais un peu attribué ce rôle-là. Donc voilà, c'est quelque chose. Ça fait partie de mon histoire et ça a permis d'évoluer par la suite. Et maintenant, j'ai bien grandi là-dessus, j'ai bien repris confiance en moi. Il y a eu tout un travail personnel derrière. Et effectivement, le fait de se sentir un peu à l'écart, c'est quelque chose que je traîne depuis longtemps. Et que j'ai mis en fait longtemps avant de réaliser que je devais
je devais m'accepter tel que j'étais et que c'était tout à fait normal de s'accepter comme ça. Et la vie est beaucoup plus simple, en fait, quand on se rapproche de personnes qui nous ressemblent, donc d'autres potentiellement extraterrestres aussi, pourquoi pas. Mais oui, ça date depuis le collège. Ok. Et du coup, si je comprends bien ce que tu me partages, il y a une bascule au niveau de l'adolescence, ce qui veut dire peut-être que au niveau de l'enfance, pour toi, c'était plus fluide le rapport avec les autres? Oui. Oui, tout à fait. Au niveau du primaire, alors moi je suis issu d'une famille qui vit en campagne, donc c'est des écoles de campagne, des écoles, des petites écoles entre plusieurs villages, un regroupement pédagogique comme on dit. Et donc toute ma scolarité en primaire, je l'ai fait dans les petits villages voisins avec toujours le même groupe d'amis. Donc il y avait une espèce, on se connaissait un peu tous, on connaissait un peu les histoires des villages, on se connaissait tous, et il y avait plutôt une ambiance bienveillante entre nous tous, quoi. Et c'est arrivé, oui, c'est uniquement arrivé au collège où là, il a fallu que j'aille dans la plus grosse ville du petit coin où j'étais. Et donc, c'est un collège où il y avait 300 ou 400 élèves. Donc là, tout de suite, on est noyé dans la masse. On se rend compte qu'il y a des clans qui se forment et on a du mal, en fait, et on perd un peu ses amis qui eux, arrivent facilement à trouver des clans. Parce que voilà, c'est un peu l'âge l'adolescence, c'est un peu l'âge où on essaie de se regrouper, de se faire accepter par un groupe de personnes. Et là, j'ai pas forcément trouvé ma place. Avec les garçons, avec les filles, j'avais d'autres choses. J'étais un peu plus comment on dit, le confident. Donc j'étais un peu plus facile, j'avais plus facile d'accès à discuter avec les filles qu'avec les garçons. Donc j'étais un peu le confident des filles aussi. Et bon, bah, je tire un peu ma carte avec ça, quoi. Mais c'est vrai que c'était une période compliquée. Un peu compliqué pour moi qui savais pas trop me placer, et ça m'a suivi encore au lycée, hein, où j'avais pas trop ma place non plus. Et c'est après avoir eu mon bac que j'ai pu m'enfiler dans une filière déjà artistique, où j'ai pu voir qu'on était plusieurs extraterrestres sur ce coup-là à se retrouver dans une école d'art pendant un an. Et ça fait du bien de se retrouver entre personnes qui se ressemblent plus ou moins, parce qu'on était tous un peu différents, un peu perchés dans nos idées, dans nos concepts artistiques et tout ça. Et ensuite, bah, j'ai bifurqué sur quelque chose d'un peu plus technique. Donc, j'ai fait un DUT en service et réseau de communication, donc avec du multimédia, avec de la communication et une petite filière artistique aussi, très, très intéressante, qui m'a beaucoup formé sur le graphisme. Et donc après, je suis devenu graphiste à mon compte, après moult tentatives professionnelles, on va dire. Ok. Mais voilà, en gros, c'est un peu ça, oui. Collège, lycée, ça a été plutôt difficile, hein. Après, ça a été plus facile de s'accepter et d'accepter le fait d'être différent. Mais je ne me savais pas encore hypersensible. L'hypersensibilité, c'est quelque chose que j'ai vraiment pris conscience à, on va dire, 38 ans, à peu près. Donc, c'est plutôt tard. Ouais. Et jusqu'à mes 38 ans, je pensais que j'avais un problème. Je pensais que je faisais partie de ces personnes qui n'arrivaient pas à se fondre dans la société, qui n'arrivaient pas, malgré tous mes essais, toutes mes tentatives d'essayer ouais, de me faire accepter par les autres, je sentais qu'il y avait un fossé, quoi. Donc voilà, c'est Ok. un peu toute l'histoire de ma vie, oui, ce décalage. Ouais, j'entends, il est présent tout le temps, mais est-ce que je me posais la question pendant que tu me racontais ça, est-ce qu'en fait, les intérêts qui étaient les tiens, les élans profonds qui étaient les tiens, sont restés les mêmes, en fait, presque à l'identique que quand tu étais enfant, et les autres, ils ont bifurqué vers une envie de devenir grand, de se conformer aux attentes collectives, je sais pas, est-ce que ça sonne pour Alors toi, ça? je crois que les autres, dans tous mes amis, il y en a sûrement qui étaient potentiellement hypersensibles, peut-être moins que moi. Et dans les autres, je pense qu'ils n'étaient pas hypersensibles. Le fait de se retrouver en petit comité dans les petites écoles dans la campagne, bah, ils n'avaient pas d'autre choix que de se confronter aux autres, en fait, d'être avec les autres, d'être avec moi. Et donc, ça se passait plutôt bien et on rigolait bien. Mais voilà, les intérêts divergent un peu une fois arrivé au collège. Et c'est vrai que les personnes qui ne sont pas hypersensibles peuvent facilement se fondre dans les autres groupes ou tirer un peu parti. Et, et j'ai pas pu en fait faire euh, essayer de m'adapter comme ça et de m'intégrer au groupe. C'est quelque chose qui a été difficile. Alors comment l'expliquer? Oui, je pense que ça vient un peu de là, quoi. Des personnes qui ne sont pas hypersensibles, qui se retrouvent dans un groupe de 300, 400 personnes, ils ont plus facilement
envie et c'est plus facile pour eux de se regrouper, de trouver un petit clan et un petit groupe auquel s'attacher. Donc voilà, il y avait les sportifs, entre autres, hein, toute la gamme des sportifs, footballeurs et tout ça. Il y avait les adeptes de mobilette aussi. Et, Eux, ils ont l'air de t'avoir marqué. ouais, bah, les mobylettes, c'est quelque chose de fou. C'était au collège, il y en avait un parc à mobylettes et c'était à celui qui avait le meilleur pot d'échappement, J'ai connu, qui, ouais. qui- qui avançait le plus vite. Non, mais voilà, c'est. Et moi, voilà, j'ai jamais eu de mobilette, j'ai jamais eu le foot, ça m'intéressait pas spécialement. Le sport, pas spécialement non plus. Donc voilà, tout un peu tout un peu les critères et les hobbies que les garçons normalement aiment, moi, ça me bottait pas plus que ça, quoi. J'entends. Et Moi, puis, j'étais enfin, il y a une belle résonance avec mon parcours personnel, même s'il n'est pas exactement similaire. Et j'aurais envie de te poser cette question, en dehors des inadéquations que tu ressens par rapport aux élans des autres, quels étaient les élans de cet extraterrestre au collège, au lycée? C'était quoi ces élans et comment ils donnaient du sens à son existence? alors me concernant, tu veux dire? Hein. Ouais, Moi, je suis issu d'une famille plutôt aimante. On il y avait j'ai pas eu de soucis avec mes parents, tout s'est bien passé avec mes frères et sœurs. Franchement, j'ai une super famille et j'ai grandi dans la bienveillance, dans le respect, et en fait, quand tu te retrouves au collège, en campagne, dans les petites écoles, ça se passait plutôt bien aussi. Mais une fois que tu te retrouves au collège, au milieu de cette foule, de gamins, dont beaucoup sont issus de la ville, beaucoup sont il commence à y avoir des tensions, il commence à y avoir des choses, les enfants sont vraiment méchants entre eux et moi c'est profondément ça qui m'a touché, c'est le fait de voir la méchanceté des enfants à cet âge-là. Je me suis dit: «C'est fou», j'ai jamais été confronté à ça et ça m'a un peu choqué sur le coup. Je me dis: «Comment c'est possible d'être aussi, irrespectueux et aussi méchant?» Donc c'est quelque chose qui m'a un peu, et en fait, bah, je me suis fait un peu, harceler. J'ai vécu un peu du harcèlement scolaire, du racket de petits pains ou du racket de boissons, et en fait, j'avais aucune confiance en moi et je me suis pas construit une confiance, au fil des années pendant mon enfance et là, clairement, il y en avait qui étaient plus grands que moi et j'avais vraiment ce rôle de victime et je me le suis octroyé, en fait. Je me suis laissé dominer parce que je savais pas comment faire face à ça et non plus, j'étais, fin comme un clou. J'étais ouais, très, très maigre. J'étais plutôt un peu voûté aussi parce que j'avais pas confiance et tu le vois, en fait, au niveau des épaules, un peu vers l'avant et tout. Physiquement, je donnais vraiment l'impression d'un adolescent mal dans sa peau, en fait, ok. et ça se voyait. Et donc, bah, moi, j'avais pas vraiment de style à moi, j'avais pas vraiment de. Mais là où il y avait des choses moi, ce qui m'interpellait, c'était la musique, c'était les promenades, c'était les animaux. J'aime beaucoup les animaux. Je fais du piano depuis que j'ai 6 ans. Enfin, j'ai fait 8 ans de piano, on va dire. Je suis autodidacte à la guitare, donc la musique, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et voilà, ça fait pas partie j'aime beaucoup le dessin aussi, donc je tirais un peu ma carte avec ça aussi, parce que quand tu es au collège et que tu sais dessiner, tu es tout de suite un petit poil d'attraction, donc c'était aussi quelque chose de positif pour ça. Donc déjà à l'époque, c'est le côté créatif en fait qui est venu quand même. Tu pouvais mettre du lien avec le groupe de cette façon-là quand même à cette époque-là non aussi, quoi. Oui, mais il n'y avait pas beaucoup de personnes créatives autour de moi. J'étais un peu le seul créatif et enfin le seul qui exprimait et qui dessinait et donc je me sentais vraiment un peu comme un extraterrestre, effectivement. Je me sentais un peu tout seul, à cette période, hein. C'était la période, oui, de scolarité qui a été un peu tumultueuse et un peu compliquée. C'est un petit peu difficile cette période scolaire, mais est-ce qu'à cette époque aussi, il existait des contextes, des moments précis où tu te sentais humain avant d'être extraterrestre? Et si oui, lesquels? Alors les moments où je me sentais humain, clairement, l'école, j'ai eu aucune affinité avec l'école, avec toutes mes le fait d'être au collège, de passer de 8h30, à 4h30, 5 heures au collège, c'est quelque chose qui ne me plaisait pas forcément. Je trouvais pas un intérêt, je trouvais pas quelque chose de forcément épanouissant. Si, il y a quelques cours effectivement qui m'ont un peu, je suis en train de penser,
notamment le cours d'histoire où on avait une prof qui était passionnée d'histoire et qui s'asseyait sur son bureau et qui nous racontait, en fait, qui vraiment racontait l'histoire. Et ça me permettait de me plonger dans. C'était tellement précis que j'arrivais à m'imprégner un peu de ce qu'elle racontait, quoi. Donc ça transportait, c'était plutôt intéressant. C'était incarné. Voilà, ouais, tout à fait. C'était un cours vraiment incarné, ça durait en général, c'était le bloc de 2 heures en plus. Donc toute la partie où elle racontait cette histoire et où elle incarnait son cours, moi ça me touchait particulièrement parce que tu vois, là encore une fois, en tant qu'hypersensible, c'est des choses que si les autres n'accrochent pas à ça, moi j'accrochais complètement. Donc je me laissais facilement transporter par ça. Sinon, c'est vis-à-vis de ma famille, oui, le matin avant de partir à l'école, bah, voilà, il y avait mes animaux, les chats, le chien, il y avait mes parents, mes frères et sœurs, et il y avait une sorte de sécurité en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris bien plus tard, c'est que les hypersensibles ont besoin avant tout de sécurité. Et le fait de se retrouver confronté dans un milieu, dans un environnement un peu, oui, un peu stressant, avec des enfants pas toujours bienveillants, et ben, j'étais pas du tout dans ma zone de confort, quoi. Donc c'est un peu pour ça que ça me fait dire. Mais les périodes de me retrouver en cours, alors quand j'étais dans la cour de récréation et avec les autres, j'étais pas bien. Mais le fait de me sentir en cours, je sentais déjà que c'était cadré. Il y avait des horaires, il y avait la sonnerie, personne ne pouvait bouger de place et je me sentais en sécurité. Donc j'aimais être assis à l'école et écouter quand c'était passionnant. Et il y a des cours qui étaient longs, mais en gros, c'est ça, c'est tous les moments où je me sentais en sécurité, donc avec ma famille, avec mes animaux, je me sentais bien. Ok. Mais les endroits, les environnements que je connaisse pas vraiment, c'était plus difficile pour moi de m'y sentir à l'aise, quoi. Est-ce que des gens que tu as connus au collège avec qui tu as éprouvé des difficultés de relation euh, ont lu les fascicules, les albums que tu as fait sur l'hypersensibilité à ta connaissance? Est-ce que tu as pu leur expliquer, en fait, à certains d'entre eux, ce décalage que maintenant que tu connais? Alors, comme je l'explique, en fait, j'ai eu beaucoup de commentaires un peu dans ce sens, et comme je l'explique, il y en a qui ne veulent pas comprendre et il y en a qui ne peuvent pas comprendre. Foncièrement, ils ont pas les capacités cognitives, mentales pour se rendre compte de ce que c'est que l'hypersensibilité. Donc, quand bien même je leur mettrais les preuves devant eux, ils pourraient pas se rendre compte. Donc, je cherche pas, moi, à dire, voilà, regardez comment j'étais, j'ai passé ce stade-là. Mais c'est vrai que c'est une période qui est compliquée pour les personnes qui se découvrent hypersensibles. Elles ont besoin de montrer aux autres, regardez, moi je suis comme ça. Et en fin de compte, c'est pas la meilleure technique pour se faire. On peut essayer de faire passer le message, mais si ça passe pas, faut pas s'acharner, quoi. Faut passer à autre chose. C'est avant tout pour soi. C'est avant tout savoir qu'on est hypersensible pour soi, c'est ça qui permet d'avancer. Et pour en venir à ta question, non, je connais pas forcément de personnes. Euh, alors si, j'ai 2 amis effectivement que j'ai revus il y a pas si longtemps et qui ont connu mon livret sur l'hypersensibilité. Mais voilà, ils l'ont lu, mais OK, OK, c'est bien. Mais tu vois, ça les a pas touchés plus que ça, en fait. Ils ont vu, ils étaient contents pour moi parce que le projet prenait de l'ampleur et que ça commençait à porter ses fruits et que c'était bien, quoi. Ils étaient contents pour moi, mais ils sont pas sentis forcément touchés par ça, quoi. Ouais, c'est plus Donc le contenant qui les touchait que le contenu, finalement. oui, ouais, c'est un peu plus ça, ouais, effectivement. Je crois qu'avant tout, c'est pour soi qu'il faut se savoir hypersensible et qu'il faut comprendre un peu et comprendre que voilà, si ça marche pas avec certaines personnes, c'est pas de notre faute, c'est pas à nous de chercher, c'est pas à nous d'arrondir les angles, essayer de s'adapter pour entrer dans un moule carré alors qu'on est rond. Il faut se diriger vers des autres, quoi. Et avec des personnes, ça, ils peuvent pas comprendre, donc il faut un peu lâcher prise, quoi. Il y a toujours aussi cette fierté ou cet ego qui est toujours omniprésent entre les personnes. Et ça, tu le décèles assez vite, quoi, hein. Et les personnes qui veulent avoir le dernier mot, qui veulent avoir raison, bon, bah, tu les laisses, quoi. Y a pas, tu vas avoir raison, pour toi, l'hypersensibilité n'existe pas. Très bien. Reste sur tes convictions et moi, je vais voir ailleurs, quoi. Hmm. Mais je crois que c'est important de lâcher prise là-dessus. C'est important de pas trop, de pas trop en faire une affaire personnelle, quoi. Ouais, j'entends. Et puis je me dis que les personnes qui en fait ne ressentent pas ce décalage
ont d'autant moins de raisons d'essayer de comprendre, puisque Bah, complètement. ils sont déjà dans quelque chose de consensuellement acceptable. Donc du coup, ils ont moins de raisons d'aller vers une découverte des spécificités de l'autre, de la subjectivité de ceux qui les entourent, des subtilités avec lesquelles ils pourraient les accueillir tels qu'ils sont. En fait, finalement, ils font les efforts qui sont déjà fléchés. Ces efforts sont payants et donc il n'y a pas forcément à découvrir de subtilités plus grandes, j'ai l'impression. C'est vrai. C'est vrai. Les personnes qui n'ont pas forcément de problème, après, il peut y avoir des personnes qui ont de l'empathie pour toi et qui veulent essayer de comprendre. Mais les personnes qui n'ont pas de problème dans leur vie, euh, bah, elles ont aucun intérêt à essayer de comprendre et voir. Du moment que pour elles, tout va bien, il n'y a pas de souci. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il y a des personnes hypersensibles qui n'ont pas forcément à savoir qu'elles sont hypersensibles, qui arrivent très bien à s'adapter, qui se sentent bien dans leur vie. Et là où ça pose problème, c'est quand il commence à y avoir des problèmes dans ta vie ou, du coup, ou des problèmes d'adaptation, de société, au travail, à l'école, ou que sais-je. Mais je crois que c'est important c'est là que c'est important d'avoir conscience de cette hypersensibilité et de travailler là-dessus. Ouais. Mais il y a des personnes hypersensibles qui sont très à l'aise dans la vie et qui ont je pense notamment je connais des peintres qui ont su en fait se créer depuis le début leur petit cocon, leur petite bulle, et ils passent pour eux des extraterrestres et ils se sentent très bien, quoi. Et eux, Ouais. ils utilisent beaucoup ce terme-là d'ailleurs. C'est un peu tous les peintres, toutes les personnes un peu dans le domaine artistique, ils passent un peu pour des ovnis, quoi, hein. Et, et ils s'en cachent pas. Et ils se complaisent aussi dans cet environnement-là. Bah, Mais t'anticipes certaines des questions. Mais vas-y, je te laisse poursuivre, mais ouais, t'anticipes certaines des questions, c'est bien. Super. je pense que c'est quand il commence à y avoir des problèmes dans ta vie que c'est important de travailler sur cette hypersensibilité, de te rendre compte qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et qu'il suffit simplement de changer, d'avoir conscience de ses besoins, de changer un peu son environnement, de changer peut-être un peu ses relations. Ça permet de s'ancrer sur une vie qui est beaucoup plus sereine. J'ai l'impression que en creux, c'est aussi cesser de vouloir être accueilli par les autres et s'accueillir soi déjà plus franchement. Oui, Euh, Il y a un peu de ça. ça, c'est l'une des étapes primordiales que beaucoup d'hypersensibles traînent encore tardivement dans leur vie. Le fait de s'accepter tel que l'on est, le fait de... Parce que les hypersensibles, ils ont cette idée ils ont du mal à rentrer dans le moule, ils s'en rendent compte, ils le voient physiquement, ils le voient avec les autres, tous les retours qu'ils ont des autres personnes. Et c'est vrai que se reconnecter à soi, c'est une des premières étapes pour, entre guillemets, guérir un peu sa vie. On ne guérit pas de l'hypersensibilité, mais on peut guérir un peu sa vie et on peut s'orienter vers un chemin qui nous ressemble davantage. Mais il faut se respecter soi-même et ça passe par une reprise de confiance en soi. Ça passe aussi par le fait de faire une grosse introspection et de se rendre compte qu'en fait, c'est pas les autres. C'est là aussi où c'est pas les autres qui sont responsables de notre malheur. Il faut reprendre la responsabilité de ses choix, de sa vie et de qui on est dans le fond, quoi. Ouais. Donc c'est ceux qui sont encore dans le rôle de victime, dans le rôle de... C'est à eux de travailler et de... Les autres agissent comme ils agissent, mais c'est à eux de mettre... C'est à ces personnes qui se sentent victimes de mettre des barrières là où il faut, de mettre des limites, de faire attention de ne pas trop partir dans les émotions et d'avancer avec respect pour l'autre et surtout avec respect pour soi, donc avancer avec bienveillance. Et là, il y a tout un cheminement et qui nécessite d'être passé par différentes épreuves de vie très compliquées, enfin, très ou pas forcément très compliquées, mais des épreuves de vie un peu difficiles. Et c'est ça qui permet de grandir, en fait. Mm. Alors, quand il t'arrive une épreuve dans la vie, ça peut être enfin, une épreuve plutôt compliquée, ça peut être la maladie ou une séparation ou quelque chose. Euh, c'est important de ressentir cette émotion, mais c'est aussi important de ne pas rester au fond du trou et de ne pas se victimiser, de dire ça n'arrive qu'à moi. Et c'est important de rebondir, de se relever et de continuer et de chercher, de continuer à chercher. Et c'est là que c'est tout un travail. C'est un travail d'état d'esprit. Il y a des personnes qui ont un état d'esprit qui vont pas chercher à en savoir plus
Il y a des personnes qui vont chercher à transcender un peu ce qui leur arrive pour chercher quelque chose de positif et rebondir plus fort de ces épreuves, quoi. Ouais. Et je crois que pour arriver à un stade de sérénité, de complétude dans sa vie, il faut savoir rebondir de toutes ces épreuves. Et ouais. Je pense que dans ton témoignage, il y a pas mal justement d'hypersensibles qui vont retrouver des éléments communs, moi y compris, dans cette incompréhension et puis ce regard euh, porté vers l'extérieur. En fait, les questions qui vont suivre, on va évoquer ton parcours et puis après j'aurai des questions en dehors de ce parcours qui Ouais, sont des interrogations principalement axées sur le rapport à l'autre et le rapport à soi, c'est-à-dire à quel point on arrive à faire des distinctions entre les deux, des points communs, des ponts, des tunnels, enfin il y a vraiment plein de choses à faire et je pense qu'on est un peu hébété dans un état de sidération vis-à-vis de l'état premier dans lequel on est, c'est-à-dire on est un individu entouré par des gens dont on a l'impression qu'on pourra jamais être compris, dont on a l'impression qu'on pourra jamais les rencontrer et qui pourront jamais nous rencontrer. Et on se dit, mais c'est quoi? C'est une malédiction au départ. Il y a un chemin comme ça qui peut se créer, une ornière où c'est comme si les rails partaient de ce côté-là. Et après, pour rattraper le tir, c'est vrai que des épreuves significatives, bouleversantes, vont nous remettre sur nos pieds quelque ouais. part. Après nous avoir bousculés, on pourra que retrouver nos pieds à ces moments-là. Effectivement, effectivement. Et ça, malheureusement, t'en parles comme ça, mais il y a beaucoup de personnes qui peuvent pas encore en avoir conscience de ça tant qu'elles sont pas passées par des phases compliquées dans leur vie. Et je crois qu'il faut effectivement toucher le fond pour rebondir. Et tu parles des rails, c'est tout à fait ça en fait. C'est comprendre qu'on est sur un chemin de vie. Moi, je voyais ça un peu comme une ornière dans une forêt où on est vraiment, on suit cette ornière. Et quand il arrive un problème dans ta vie, une maladie, que tu prends conscience en fait que la vie, eh ben, à bout d'un moment, c'est fini et qu'il faut, voilà, et qu'il faut quand même profiter et puis contribuer, et que tu prends réellement conscience de qui tu es, tu sors un peu de cette ornière et c'est là que tu vois toute la forêt en fait. Et tu te dis, mais ouais, mais il y a tellement de chemins différents, il y a tellement de choses qui s'offrent à moi. Et moi, j'étais dans mon ornière en pensant que j'étais heureux, tu vois. C'est ça qui est assez prenant et qui est assez révélateur du fait qu'on a l'impression d'être dans quelque chose qui nous correspond, alors que peut-être pas du tout. Mm. Et c'est là que c'est important aussi de savoir. Mais il faut l'avoir expérimenté pour le comprendre. C'est vrai que c'est pas évident de verbaliser ça, mais c'est tout un chemin de vie et c'est tout un parcours de vie qui fait que tu te rends compte de priorités qui n'étaient pas à une période. Et moi, oui, enfin, parlant de mon parcours un peu personnel, moi, il y a eu une séparation et ça arrivait en même temps que j'ai pris conscience de mon hypersensibilité et je me suis retrouvé avec le sentiment d'avoir tout perdu. Et je me suis retrouvé chez ma maman dans une petite chambre à 39 ans, 40 ans. J'ai tout raté, quoi. J'ai tout loupé. Et en fait, je me suis dit, mais malgré tout, je me sens quand même super serein parce que je suis maître de mes lendemains, en fait. Je suis maître de qui je veux devenir plus tard, après. Donc, il y a tout un travail personnel, il y a une grosse introspection qui est passée par une phase de petite déprime. Et c'est là, en fait, que j'ai réalisé le premier livret hypersensible, une prise de conscience. Parce que je me suis dit, si moi, ça m'arrive à moi, ça peut arriver, parce qu'on était perçu comme un couple idéal et tout. Et je me sentais heureux dans mon couple, dans ma vie et tout ça. Et avec cette séparation et cette reconstruction derrière, c'est là que je suis réellement sorti de l'ornière et je me suis rendu compte de toutes les potentialités qui s'offraient à moi. Et c'est dans cette phase un peu de déprime que j'ai réalisé mon premier livret hypersensible, une prise de conscience. Ok. Parce que c'est pas le tout de savoir le terme hypersensible, mais il faut vraiment en avoir conscience. Et c'est ça qui permet d'avancer et de se rendre compte des choix qu'on a faits qui sont peut-être pas forcément les bons. Et on peut changer, on peut modifier un peu sa vie pour changer de direction et
il n'y a pas de souci, quoi. Et tu te sens tellement plus aligné, et tellement plus serein quand tu te rapproches de personnes qui te ressemblent et quand tu changes d'environnement et pourquoi pas de lieu de travail. Et c'est pas pour rien qu'il y a des personnes qui vivent, qui passent on va dire que 20 ans en ville et qui, du jour au lendemain, quittent tout, plaquent tout pour devenir, pour cultiver des choux, je sais pas où, en Bretagne, ou tu vois, qui ont besoin de se raccrocher à quelque chose de profond et voilà, être plus terre à terre et plus dans euh, ouais, dans le manuel. Et on a besoin de se raccrocher à la vie, quoi. Donc, c'est des choses aussi qui sont révélatrices et je crois que les épreuves, elles aident en fait à te trouver toi-même. Ouais. Et ça me fait penser à un truc, ça me fait penser je pense que tu connais le terme Ikigai des Japonais, Ouais. euh, qui, et en fait, c'est ça. Et l'Ikigai, c'est marrant, enfin, j'y réfléchis il y a quelques jours. Et il disait entre autres c'est pas bon de le trouver tout de suite. Parce que en général, ça révèle pas l'ikigai. En fait, alors c'est ce pourquoi, c'est en quoi une activité, c'est en quoi tu es bon, qui contribue au monde et avec laquelle tu peux te faire rémunérer, en fait. Et si tu le trouves trop tôt dans ta vie, ça, comment, c'est pas assez révélateur. Ils disent qu'il faut environ 10 à 20 ans pour en quête de son ikigai pour trouver un peu ce domaine qui te touche particulièrement, quoi. Mhm. Donc voilà, ça rejoint un peu le truc qu'il faut passer par des hauts et des bas pour se comprendre davantage et pour trouver ce qui nous correspond le mieux, en fait. Ouais. Mais ouais, c'est tout un parcours de vie. Au début de ta réponse, tu évoquais les ornières Oui, tu disais j'avais l'impression d'être heureux et finalement non. Et c'est vrai que c'est un endroit que je touche souvent en accompagnement avec les gens que je reçois. C'est-à-dire qu'il y a un savant mélange de c'est insupportable, c'est une fatalité, je n'y arriverai jamais, et pourtant c'est normal, c'est devenu normal parce c'est comme si on arrivait à aménager pour que ce soit viable n'importe quelle situation. Donc au bout d'un moment, ça devient notre ouais, quotidien, ça devient quelque chose de tempéré pour nous, alors que au fond, il y a peut-être des douleurs qui s'arrêtent jamais. Mais vu que cette douleur justement, elle est en continu, on ne peut pas savourer la vie en dehors de cette douleur. Et ce qui fait ouais, qu'on l'aménage et qu'on finit par penser qu'on peut être heureux avec ça parce que c'est la seule solution. tout à fait, Et disons tout que à quand il y a fait. une grande main comme ça, une grande main qui surgit de nulle part pour nous mettre une petite baffe au passage, là, on est obligé de reconsidérer la continuité. Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est ça qui permet de se rendre compte de plein de choses. Mais comme tu dis, effectivement, on s'adapte et les personnes hypersensibles, qui n'en ont pas conscience, essaient justement de s'adapter et d'arrondir les angles, se sentent un peu en faute par rapport aux autres parce qu'elles essaient de s'intégrer mais n'y arrivent pas. Donc elles se disent: «C'est de ma faute, il faut que j'essaie de m'adapter». Donc elles s'épuisent à essayer de s'adapter aux autres. On voit beaucoup de personnes hypersensibles qui font pourquoi il y a beaucoup de burn-out maintenant au travail professionnel et tout ça? C'est parce que il y a beaucoup de personnes hypersensibles qui cherchent à se suradapter à un environnement de travail qui leur demande toujours plus. Et au bout d'un moment, elles peuvent plus. Elles peuvent plus. Elles s'épuisent à essayer de s'adapter, à essayer d'aller aussi vite que les autres vont, alors qu'on est des personnes qui avons besoin de connexions profondes, qui avons besoin de s'ancrer en profondeur dans les choses, de faire une tâche, et on est plutôt perfectionniste aussi dans le travail, donc, et il y a aussi cette empathie qui fait que on a envie d'aider l'autre, de soigner l'autre. Si on se sent pas bien dans une relation, dans une situation, on se dit bon, bah, je vais prendre sur moi et je vais essayer d'arrondir les angles et je vais essayer d'aider l'autre pour tirer le couple vers le haut ou tirer la relation ou tirer, ça peut être aussi dans le milieu professionnel. Et en fin de compte, on s'épuise à ça, quoi. Et à un moment donné, on peut plus tellement on arrive au bout, tellement on est. Donc il y a ce truc-là, effectivement. Et là encore, on en revient un peu à une des questions du début, où effectivement, la personne hypersensible doit s'écouter elle-même et doit faire attention de ne pas rentrer dans ce biais de sauveteur
de pas essayer de continuellement sauver les autres au détriment de sa propre santé, de sa propre vie. C'est important d'avoir de l'empathie, de l'écoute pour l'autre, mais c'est aussi important de se protéger de tous ceux qui peuvent nous vider d'énergie, en fait. Et il y a des personnes avec lesquelles, je ne peux pas rester très longtemps parce qu'ils me vident d'énergie. Et j'ai besoin ensuite d'aller me ressourcer, j'ai besoin de... Et ça, c'est voilà, et c'est aussi pour ça que je peux pas vivre au milieu de 300 élèves quand j'étais ado, parce que j'avais besoin de ces moments pour me ressourcer. Et là, j'habite en campagne dans un petit village, ça me va très bien. Je pourrais pas vivre en ville avec le bruit, avec les gens autour. C'est pareil, j'aurais besoin continuellement de me ressourcer et je m'épuiserais à la longue. Donc, c'est vraiment des choses dont il faut tenir compte. Et paradoxalement, les hypersensibles sont des personnes très résistantes et très endurantes sur la longueur. Dans le sens où si dans une relation ou si au travail ça va pas, je continue quand même. Je peux faire encore. Je prends sur moi et je continue et je continue. Et c'est ce qui explique beaucoup de burn-out. On en revient tout à l'heure. Tu penses que les personnes hypersensibles constituent un pourcentage important des burn-out Oui, tout à fait. avérés? Ça a Ok. été d'ailleurs prouvé par une étude là-dessus. Et je crois que c'est une psychiatre suisse avec laquelle j'étais en relation qui m'en a parlé et qui dit en gros le gros de ces consultations, en burn-out, c'est des personnes qui sont hypersensibles, qui viennent la voir et qui sont hypersensibles parce qu'elles n'arrivent pas à s'adapter. C'est toujours un problème de suradaptabilité, euh, la société en demande trop, la société va de plus en plus vite, c'est tellement plus facile maintenant, on a tout à portée de clic, tout va un peu trop vite en fait. Et on perd un peu cette reconnexion à la vie, cette reconnexion à la nature, ce besoin de fonctionner avec le soleil, parce on a besoin de ça. On est comment on est des êtres vivants qui avons besoin du contact à la nature, c'est primordial, quoi. Et quand on met ça de côté, quand on soigne pas son alimentation, c'est normal quand on en vient à ne plus pouvoir dormir la nuit ou avoir des problèmes au travail et finir en burn-out, ou même pire, ça peut être des cancers ou des maladies. Ça peut virer à des choses très graves. J'ai eu des commentaires plutôt touchants sur ma page de personnes qui, voilà, passé la soixantaine, se rendent compte avec mes planches qu'elles étaient hypersensibles toute leur vie et que toute leur vie, elles m'ont dit, ça m'a pourri la vie parce que j'ai essayé de me suradapter, j'en suis malade maintenant, quoi. Donc c'est un peu pour ça que je tiens vraiment à communiquer, à continuer à communiquer sur l'hypersensibilité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent à côté de leur vie et qui s'écoutent pas suffisamment, en fait. Donc il y a encore un gros travail à faire à ce sujet. Mais oui, ouais, effectivement, les personnes hypersensibles sont très empathes, elles arrondissent les angles, elles essaient de sauver les autres, et au détriment de leur propre énergie. Hmm. Et donc ça c'est Je- plutôt négatif, ouais. J'entends Il faut bien. faire attention. Et merci pour tes réponses. Je me permets de préciser on avait parlé de passer 1 heure et puis de voir où on en était. Alors moi, personnellement, je pense, au 10e des questions que j'ai à te poser. Mon Dieu! Et, et donc, Ouais, pas de c'est avec souci. plaisir que j'en poserai. Je vais te les poser jusqu'au moment où tu me diras c'est bon, j'en ai marre. Mais il faut pas. Mais je serais enclin à entendre ce moment-là de façon assez directe. Il y a pas de souci, on parlerai. J'ai deux choses qui me viennent. La première, c'est un album, comme tu sais les faire, de sensibilisation à cette spécificité. Et ben, je me dis que dans ce que tu évoques là, un album avec des témoignages de personnes âgées qui découvrent leur hypersensibilité sur le tard et je sais pas, il y a un truc là-dedans, je trouve. Enfin bon, Oui, après, voilà, c'est juste une idée comme ça au passage, mais je me dis que ça pourrait être oui. hyper touchant en fait. Ça peut être révélateur et ça peut vraiment aider, oui, ça peut aider les personnes. C'est vrai que je m'en rends compte. Les témoignages que je poste, que ce soit de personnes âgées ou je n'ai pas posté de personnes âgées, mais régulièrement, je poste des témoignages. J'en ai reçu beaucoup au tout début, là où il y a eu un gros buzz, que ça a cartonné, que c'est monté en flèche au niveau de ma page. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais vous avez résumé ma vie, quoi, et qui m'ont envoyé des messages privés.
En 10 planches, vous avez résumé toute ma vie et je me rends compte, il y en a qui m'avouaient avoir pleuré en regardant les planches et en me disant, mais c'est tellement ça, quoi. Et je me rends compte maintenant que j'ai besoin de changer des choses dans ma vie. Donc, et j'ai eu des témoignages d'hommes. Alors, c'est marrant parce que j'ai une grosse majorité de femmes sur ma page. Mais j'ai quand même quelques hommes qui me suivent. Et au tout début, j'ai eu beaucoup de témoignages d'hommes, dont un sportif d'arts martiaux qui pratiquait, qui pesait 90 ou 100 kilos, je crois, et qui pratique les arts martiaux et qui m'a dit, bah voilà, moi je suis hypersensible, mais je vous l'avoue en message privé, j'en parle en message privé, mais je veux pas le commenter sur votre, parce que les autres peuvent voir et peuvent me chambrer derrière. Et donc ça touche autant les femmes que les hommes. Mais c'est vrai que les femmes, c'est plus facile de communiquer entre elles. Et les hommes, on est un peu plus sur la réserve là, sur ces sujets-là. Donc j'ai partagé des messages d'hommes de manière anonyme et ça a cartonné, quoi. Il y a eu beaucoup de commentaires de femmes ou d'hommes qui voilà, ça encourage aussi les hommes à se rendre compte qu'effectivement, eux aussi, peut-être, ils sont hypersensibles et voilà, bah, c'est pas parce que tu es un athlète et tu fais du karaté et tu pèses 90 kilos que tu es une masse que tu es pas hypersensible. Et j'ai eu aussi un pilote d'avion de chasse qui m'a dit, qui m'a avoué son hypersensibilité, enfin qui m'en a parlé. Et voilà, ça touche, quoi. Ça touche Ouais. parce qu'on se rend compte que ça atteint tout le monde et c'est important d'en avoir conscience, quoi. Donc il y a tout un travail. Mais les témoignages, oui, ça aide beaucoup. Et j'ai aussi des témoignages de parents qui m'ont dit, «Mais c'est magique votre livre parce que mon enfant a pu se reconnaître dans toutes les pages». Et je trouve ça, c'est le meilleur des commentaires, quoi. Je Bah, trouve bien ça sûr. top parce que véritablement, ça aide les enfants à se rendre compte qu'ils sont pas tout seuls à être comme ça et qu'on peut en sortir, on peut bien s'en sortir dans la vie malgré, les problèmes qu'on peut rencontrer à l'école. Mmh. Donc et des parents qui aussi découvrent leur hypersensibilité en regardant mes planches sur les enfants, en se disant: «Mais voilà, moi j'ai ma fille qui est hypersensible et je me rends compte en lisant vos planches que moi aussi je l'étais, quand j'étais petite, mais que je me suis, voilà, je me suis empêtré dans une vie qui me correspond pas forcément». Donc oui, il y a toutes sortes de témoignages, mais c'est vraiment touchant de voir l'authenticité des gens et la manière avec laquelle ils arrivent à décrire leur vie et hem, ouais, et tout ce ressenti et dans certains commentaires, tu peux vraiment prendre conscience, tu peux vraiment te rendre compte que les gens prennent conscience de leur hypersensibilité et ça touche, ça touche beaucoup parce que c'est vraiment ça, en fait, le but. C'est que Ouais. les gens en prennent conscience et il y a un déclic, en fait. Moi, clairement, il y a eu un avant et un après. J'ai eu toute ma vie d'avant jusqu'à mes 38 ans où je me sentais comme un problème et une fois que j'ai pris conscience de mon hypersensibilité, je me dis: «Mais j'ai plus à chercher à plaire aux autres, j'ai plus à chercher à me fondre, à essayer d'être, à essayer de» non, je vis et je vis comme je vis et point, quoi. Et j'ai plus rien à prouver à personne, en fait. Ouais. Parce que j'ai su construire ma vie, j'ai su apprivoiser mes besoins petit à petit. Ça, c'est quelque chose d'assez marrant au niveau des besoins, tu vois? On a besoin de solitude, c'est quelque chose que une de mes compagnes ne comprenait pas forcément. Le fait d'avoir besoin de solitude, elle me dit: «Mais pourquoi? Tu as besoin d'être tout seul sans moi? Je comprends pas». Je dis: «Bah, je peux pas l'expliquer», mais ça j'étais jeune, j'avais la vingtaine, hein. Je me dis: «Mais j'ai besoin, d'aller me promener en forêt tout seul, j'ai besoin, ça me ressource, en fait». Et le fait d'être tout seul, on a besoin de solitude, quoi. Et c'est normal, voilà, il faut l'accepter. On est beaucoup dans ce cas-là et il faut arrêter de se fondre dans la masse, d'essayer de faire comme tout le monde et il y a rien de pire pour se perdre, en fait. Mmh. Donc il faut vraiment se reconnecter à soi, avoir conscience de ses besoins et avancer en paix avec en ayant conscience de qui on est réellement. Il y a un gros travail là-dessus à faire. C'est la fin de cette partie, n'hésite pas à aller visiter la chaîne pour voir les autres interviews et la suite de celle-ci, c'est là.